J'ai passé une grande partie de ma vie à observer des gens intelligents faire des choses incroyablement stupides avec leur argent. Ce n'est pas du cynisme. C'est de l'observation. Voici le paradoxe, la majorité des gestionnaires de fonds actifs ne parviennent pas à battre un simple fonds indiciel. Imagine ça, des personnes avec des MBA, des équipes de recherche, des terminaux Bloomberg, toutes surpassées par un panier d'actions géré par personne. Ça ressemble à une blague, mais ce n'en est pas une. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que la concurrence dans la gestion d'argent est féroce. Tout le monde essaie d'être plus malin que le suivant. Et quand 1000 personnes se battent pour une pièce sur le trottoir, celui qui se penche finit généralement avec les dents cassées. Le gestionnaire moyen promet des rendements supérieurs, mais ce qu'il livre, ce sont des commissions. Il vit de l'idée que toi, l'investisseur, es assez naïf pour croire qu'il peut battre le marché de façon constante. Certains y arrivent un temps, mais aucun ne réussit pour toujours. J'ai vu ce film des centaines de fois. D'abord, un gestionnaire surpasse le marché pendant 3 ans, tout le monde le qualifie de génie, l'argent afflue vers lui. Puis, la loi des moyennes le rattrape. Soudain, il n'est plus un génie. Il est au chômage. Pendant ce temps, l'homme tranquille, celui qui a simplement acheté l'indice S&P 500 et est parti pêcher, s'en sort mieux. Pas de stress. Pas de boule de cristal. Seulement de la discipline. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les gens préfèrent croire au talent plutôt qu'aux mathématiques. Ils veulent croire qu'il existe une formule secrète. Mais il n'y en a pas. Il n'existe qu'une réalité, une fois les coûts déduits, la majorité des fonds actifs font moins bien que le marché. Cela me rappelle un casino. La maison gagne toujours grâce à la RAC, ce pourcentage qu'elle prend sur chaque mise. Dans l'investissement, cette RAC, c'est la commission de gestion. Les gestionnaires sont la maison. Les investisseurs sont les joueurs. Le fonds indiciel élimine ce coût. Et soudain, les probabilités tournent en ta faveur. C'est si évident que cela en devient presque embarrassant à expliquer. Mais les êtres humains détestent l'évidence. Ils préfèrent la complexité, les stratégies secrètes, les accès exclusifs. En 2020, j'ai répété ce que je disais depuis des décennies, la plupart des gens devraient simplement investir dans des fonds indiciels. Et je le pensais sincèrement. Les données sont accablantes. Ce n'est pas une opinion, c'est de l'arithmétique. Mais dire aux gens d'acheter des fonds indiciels ne te rend pas populaire à Wall Street. C'est comme dire à un coiffeur que les gens sont plus beaux avec les cheveux courts, il perd son métier. L'industrie financière prospère grâce à l'activité. Les fonds indiciels prospèrent grâce à l'inactivité. L'un se nourrit de ton impatience, l'autre te récompense pour ta patience. Je n'ai rien contre les gestionnaires actifs. Certains sont brillants, disciplinés, utiles. Mais, en tant que groupe, ils ne valent pas ce qu'ils coûtent. Ce sont les marchands modernes d'huile de serpent, simplement mieux habillés. La plaisanterie, c'est celle-ci, si tu ne peux pas résister à la tentation de manipuler tes investissements, tu feras probablement moins bien qu'un fonds indiciel sans cerveau. La vraie compétence n'est pas dans le choix des actions. Elle réside dans la capacité à ne rien faire. La patience bat la brillance. L'inactivité surpasse l'hyperactivité. Mais les êtres humains sont programmés pour faire l'inverse. Ils poursuivent, changent, paniquent, puis se plaignent quand l'homme calme du fonds indiciel part à la retraite en millionnaire. Si les preuves sont si claires, pourquoi tant de gens continuent-ils à croire aux gestionnaires de fonds? Parce que le problème n'est pas financier. Il est psychologique. Notre stupidité innée maintient tout ce cirque en marche. Parmi toutes les habitudes stupides qui ruinent les investisseurs, l'envie est la pire. C'est la seule qui ne t'apporte aucun bénéfice, seulement de la misère. Pense-y, la gourmandise t'offre au moins un bon repas, la luxure, un peu de plaisir, la cupidité, parfois la motivation de créer quelque chose. Mais l'envie, elle te ronge de l'intérieur. J'ai vu l'envie détruire plus de personnes que la malchance. C'est la raison pour laquelle ton voisin achète une voiture qu'il ne peut pas se permettre, ou pourquoi un jeune brillant de Wall Street s'épuise à la recherche de primes toujours plus grosses. C'est aussi pour cela que tant d'investisseurs abandonnent un bon fonds indiciel simplement parce qu'un génie du moment a fait mieux un trimestre. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un avancer plus vite. J'ai connu un homme dans les années 90 qui avait tout, une maison payée,
un bon plan de retraite, un portefeuille solide. Mais son beau-frère avait investi tôt dans les actions technologiques. À chaque dîner de famille, il se vantait, nouveaux gadgets, bateaux flambant neufs, voyages. Et notre homme ne le supportait plus. Alors il a vendu ses fonds indiciels pour acheter des actions technologiques. 2 ans plus tard, il avait perdu la moitié de ses économies. Son beau-frère a fini par tout perdre lui aussi, mais le mal était fait. Voilà la stupidité de l'envie, elle te pousse à agir contre tes propres intérêts, simplement pour courir après l'illusion d'un autre. J'ai vu des fortunes construites lentement et détruites en un instant. J'ai aussi vu de petites sommes se transformer en immense patrimoine, simplement parce que leurs propriétaires refusaient de jouer au jeu de la comparaison. Regarde Buffett et moi et Bill Gates, nous n'avons jamais essayé d'être les plus riches. Nous voulions simplement être rationnels. Nous n'avons pas cédé à la folie, nous n'avons pas explosé dans la bulle immobilière, et nous avons fini avec plus d'argent que nous n'aurions jamais pu dépenser. Pas parce que nous étions plus intelligents, mais parce que nous avons été un peu moins stupides. Si tu veux devenir riche lentement et le rester, la formule est simple, achète avec sagesse, assieds-toi, et attends. Ignore le bruit. Et surtout, ne gâche pas ta vie en regardant constamment par-dessus ton épaule. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi. Même Jeff Bezos le sait. Et alors? Tu n'as pas besoin d'être le cadavre le plus riche du cimetière. Tu as seulement besoin d'indépendance financière et de paix intérieure. En résumé, si tu veux la misère, compare-toi. Si tu veux la richesse, arrête de le faire. Ce n'est pas compliqué. Mais la plupart des gens sont trop occupés à envier les autres pour l'entendre. L'envie est le péché le plus idiot. Si tu ne peux pas l'éliminer, tu ne seras jamais un bon investisseur. Les gens croient que devenir riche, c'est une ligne droite faite de décisions intelligentes. C'est une illusion. La vérité, c'est que même les riches commettent des erreurs. J'en ai fait une qui m'a coûté une fortune. Je me suis accroché trop longtemps à une action, convaincu d'avoir raison. J'ai laissé l'optimisme surpasser la discipline. À la fin, la réalité m'a frappé. J'ai perdu des millions. Mais j'ai appris une leçon, ne discute jamais avec la réalité. Le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que tu ne peux rester solvable. Éviter la stupidité est plus facile que poursuivre la brillance. Cette erreur me l'a prouvé. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'était pas de perdre de l'argent, mais d'avoir trahi ma propre règle, couper les pertes tôt. La plupart des gens n'ont pas le courage de le faire. Ils préfèrent s'accrocher à l'illusion d'avoir raison. J'ai passé toute ma vie à répéter une idée. La véritable intelligence en finance, c'est de survivre assez longtemps pour laisser les intérêts composés faire leur travail. Si tu es jeune, retiens bien cela. Si tu es plus âgé, grave-le dans ton esprit, le monde ne s'adapte pas à tes opinions, il s'adapte à la réalité. J'ai vu des personnes très instruites se tromper complètement, non pas par manque d'information, mais par excès de confiance. C'est le piège, la surconfiance est bon marché, la réalité, elle, coûte cher. Buffett et moi avons bâti notre fortune en partant du principe que nous n'étions pas si malins. Nous avons évité ce que nous ne comprenions pas. Cette humilité nous a sauvé des milliards pendant la bulle technologique. La plupart ne font pas cela. Ils croient qu'admettre leur ignorance est une faiblesse. Mais dans l'investissement, l'humilité rapporte. Le meilleur conseil que je puisse te donner est celui-ci, réduis de moitié tes opinions, et double ta patience. Ne laisse pas ton ego diriger tes finances. Ton opinion ne paie pas les factures. La réalité, oui. Je suis né en 1924. Quand j'ai eu l'âge de comprendre le monde, la Grande Dépression avait déjà laissé des cicatrices sur tous ceux qui m'entouraient. Ces cicatrices ont façonné ma façon de penser l'argent et la vie. Les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer ce que c'était. Des banques qui faisaient faillite. Des familles qui perdaient tout. Des hommes faisant la queue pour un morceau de pain. Des femmes étirant chaque pièce de monnaie pour nourrir leurs enfants. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Si tu tombais, tu restais à terre. Cet environnement enseignait des leçons qu'aucun livre ne peut transmettre. Première leçon, la dette est dangereuse. En période faste, elle semble inoffensive. Mais quand les temps deviennent durs, elle t'écrase. J'ai vu des hommes perdre leur maison, non pas parce qu'ils étaient paresseux, mais parce qu'ils avaient emprunté au mauvais moment. C'est pourquoi j'ai évité la dette toute ma vie. Deuxième leçon, la résilience compte plus que la brillance. Beaucoup d'intelligents se sont ruinés pendant la dépression.
Ceux qui ont survécu n'étaient pas forcément les plus brillants, mais les plus résistants. Ils ont su s'adapter, réduire leurs dépenses et continuer à avancer. Troisième leçon, le cash est roi quand le monde brûle. En 1929, on se moquait de ceux qui gardaient de l'argent liquide. En 1930, on ne riait plus. Celui qui avait du cash pouvait acheter des actifs à prix cassé. Celui qui n'en avait pas devait supplier pour un crédit qu'on ne lui accordait pas. Cette règle ne change jamais. En 2008, lors de la crise financière, j'ai vu le même schéma. Ceux qui avaient du cash ont survécu et prospéré, ceux qui étaient surendettés ont été détruits. La dépression m'a aussi guéri de toute illusion romantique sur l'économie. Les marchés ne se soucient pas de la justice, ni de tes plans. Ils oscillent entre l'euphorie et le désespoir, entraînant tout le monde dans leur sillage. La seule défense, c'est la discipline. Buffett et moi avons toujours gardé ces leçons en tête. C'est pourquoi nous avons maintenu des bilans solides, sans dette dangereuse. C'est pourquoi nous pouvions agir avec calme quand les autres étaient paralysés. Les gens croient que nous étions des génies. Nous ne l'étions pas. Seulement des survivants d'une génération qui avait appris à ne pas être stupide. Cette époque m'a aussi appris autre chose, à apprécier la stabilité. Avoir un emploi stable, une maison modeste, et de la nourriture sur la table, c'était un luxe. Cette attitude a presque disparu aujourd'hui. Les gens se sentent désormais en droit d'avoir confort, croissance et sécurité. Mais la vérité, c'est que la sécurité n'existe pas. Seule la résilience existe. Quand tu as vu la vraie pauvreté, tu comprends que l'envie et la cupidité sont des luxes. La dépression les a effacés. C'est pourquoi je dis toujours, l'envie est le péché le plus stupide. Tu ne peux pas te permettre ce luxe quand ta survie est en jeu. Alors, quelle est la leçon moderne ? Ne te laisse pas séduire par l'effet de levier. Ne crois pas que les bons temps dureront toujours. Et surtout, garde toujours assez d'argent liquide pour bien dormir la nuit. Le monde peut s'effondrer autour de toi, mais si tu évites la stupidité et que tu restes calme, tu en sortiras plus fort. Si tu me demandes quel fut mon secret, ce n'était pas la brillance. C'était d'éviter 3 choses, la dette, le drame et les gens stupides. Commençons par la dette. Je l'ai dit 1000 fois, la dette ruine plus de vie que la stupidité. Elle semble inoffensive quand on est jeune, une carte ici, un prêt là, une grosse hypothèque, mais quand le monde se retourne contre toi, la dette ne pardonne pas. Elle frappe. Ensuite, le drame. La vie est déjà assez difficile sans qu'on y ajoute des problèmes inutiles. Je n'ai jamais eu de patience pour les gens qui vivent du conflit ou des commérages. Le drame te vole ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Je me suis entouré de partenaires rationnels, disciplinés, sans drame. Éliminer le drame de ta vie, c'est comme arrêter le sucre. Au début, il te manque, puis tu découvres que tu vis plus clair, plus fort, plus libre. Enfin, les gens stupides. Cela peut sembler dur, mais la stupidité est contagieuse. Si tu passes trop de temps avec des imbéciles, tu finis par agir comme eux. J'ai toujours dit, si tu es à une table de poker et que tu ne sais pas qui est le naïf, alors le naïf, c'est toi. J'ai évité les gens irresponsables, imprudents, impulsifs. Pas pour être populaire, mais pour survivre. Éviter la dette m'a gardé solvable. Éviter le drame m'a gardé sain. Éviter les gens stupides m'a tenu à l'écart de désastres qui n'étaient pas les miens. Et tout cela, mis ensemble, a été une stratégie plus puissante que n'importe quelle brillance financière. Car tu n'as pas besoin d'être un génie pour devenir riche, tu dois simplement éviter d'être stupide avec constance. C'est pour cela que les fonds indiciels fonctionnent. Ils ne sont pas brillants, ils sont logiquement ennuyeux. Pas de gestionnaire médiocre, pas de commission excessive, pas de panique. Seulement une participation patiente à la croissance du capitalisme. La plupart des gens n'écouteront pas ce conseil. Ils adorent s'endetter, vivre dans le drame et s'entourer de fous. Mais si tu élimines ces 3 choses de ta vie, tu seras déjà en avance sur 90% du monde. Ce n'est pas un conseil excitant. Cela ne te rendra pas sophistiqué. Mais ça marche. Demande-toi, as-tu des dettes inutiles? Te nourris-tu d'un drame qui ne t'apporte rien? Laisses-tu des gens stupides te voler ton temps et ton argent? Si la réponse est oui, la solution est simple, élimine tout cela. C'est ça, plus que n'importe quelle stratégie intelligente, la vraie façon de survivre et de prospérer. Les gens aiment romantiser ma relation avec Warren Buffett. Ils s'imaginent 2 génies dessinant des plans brillants. La réalité était bien plus simple, 2 hommes qui évitaient la stupidité ensemble.
Ce qui a fonctionné, c'est la confiance absolue. Aucune arrière-pensée, aucune lutte d'ego, aucune méfiance. S'il prenait une décision, je le soutenais. Si j'avais une idée, il écoutait. Cette confiance a épargné des années d'énergie gaspillée. Nos tempéraments se complétaient. Lui, patient. Moi, direct. Il me freinait quand j'étais trop dur, je le renforçais quand il était trop indulgent. Et surtout, nous partagions les mêmes principes, nous détestions la dette, aimions la patience, et ne jurions que par les entreprises solides. Quand on partage une philosophie, on ne perd pas de temps à débattre du cap à suivre. Bien sûr, nous avons fait des erreurs. De grandes erreurs, comme lorsque nous avons acheté Dexter Show en payant avec des actions de Berkshire. Une erreur de plusieurs milliards. Mais nous l'avons admis, et nous avons continué. Cette honnêteté nous a sauvés. Oui, nous avons aussi évité la technologie trop longtemps et manqué certaines opportunités. Mais nous avons survécu, parce que nous n'avons jamais couru après ce que nous ne comprenions pas. Rater une opportunité fait moins mal que poursuivre une illusion. Les gens cherchent toujours une formule magique. Elle n'existe pas. Seulement la patience, la discipline et la rationalité. Nous ne cherchions pas la gloire, ni les gros titres. Nous voulions simplement composer lentement. La leçon est claire, trouve des partenaires qui partagent tes valeurs, qui te rendent meilleur, pas plus fou. Et surtout, admets tes erreurs sans ego. Nous n'avons pas triomphé parce que nous étions des génies. Nous avons triomphé parce que nous sommes restés sains d'esprit. Si tu veux reproduire ce succès, ne cherche pas le nouveau Buffett ou le nouveau Gates. Cherche simplement quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, avec qui discuter honnêtement, et construire, pendant des décennies. La vérité sur la richesse, c'est qu'elle est ennuyeuse. Pas de drame, pas de formule secrète, pas d'inspiration divine. Juste l'intérêt composé et la constance. La plupart des gens ne supportent pas cette idée. Ils veulent de l'excitation, des raccourcis, des miracles. Mais la richesse n'est pas de l'alchimie, c'est de l'arithmétique. Dépense moins que ce que tu gagnes. Investis la différence. Évite la dette, l'envie et la stupidité. Et attends. Fais cela pendant 40 ans, et tu passeras pour un génie. Ce qui est surprenant, ce n'est pas que ce soit difficile, c'est que si peu de gens aient la discipline de le faire. Buffett et moi n'avons jamais cherché à devenir riches rapidement. Nous n'avions même pas prévu de devenir milliardaires. Nous avons simplement fait des choses sensées, pendant très longtemps. Et la boule de neige a grossi toute seule. Le premier pas est toujours le plus dur, les 100 premiers $1000. Ensuite, les intérêts composés travaillent pour toi. Mais la plupart des gens n'y arrivent jamais, parce qu'ils abandonnent ou s'impatientent. Devenir riche lentement ne fait pas rêver sur les réseaux sociaux. Ça ne provoque pas d'applaudissements. Mais un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu as plus que ce que tu aurais jamais imaginé. Je n'ai jamais prévu d'être aussi riche. J'ai simplement évité la stupidité assez longtemps pour que les intérêts composés fassent le reste. Si tu veux jouer un autre jeu, vas-y. Cours après les tips, les gourous, les promesses rapides. Mais sache que tu paries contre les mathématiques, la psychologie et l'histoire. Le vrai chemin est simple, vis en dessous de tes moyens, évite les grandes erreurs et sois patient. Ce ne sera pas glamour. Mais cela te rendra libre. Et la liberté y pas la richesse y est la vraie récompense. Parce que lorsque tu es financièrement indépendant, personne ne peut te dire quoi faire. Ni ton patron. Ni Wall Street. Ni le gouvernement. C'est ça, le véritable succès. Alors, si tu ne dépenses pas moins que ce que tu gagnes, si tu n'investis pas avec bon sens, si tu ne retires pas la stupidité de ta vie, personne ne peut t'aider. Mais si tu le fais, les intérêts composés s'occuperont du reste. Et un jour, sans l'avoir planifié, tu regarderas en arrière, et tu riras de voir à quel point tu es allé loin.